Nichée dans un écrin de verdure, Saint-Claude est la capitale du Haut-Jura. Accrochée au flanc des montagnes qui l'enserrent, à la confluence de deux torrents, la Bienne et le Tacon, la ville prend des allures de cité piémontaise. Ici se sont développés des savoir-faire dont la patience et la minutie sont les maîtres mots. Pipiers et diamantaires ont assuré et assurent encore la renommée de la ville. Dans son atelier, Sébastien Beau perpétue le savoir-faire et l'art des maîtres pipiers. Antoine Grenard a repris l'affaire familiale et dynamise l'image de la pipe. Christophe Guy est un des derniers diamantaires en exercice. Il nous ouvre ses portes, fait rarissime dans une profession qui cultive le secret. Héritier de ses savoir-faire, Philippe Vuillermoz ne cesse d'innover dans la microtechnologie, un marché porteur qui repose sur l'ingéniosité et la précision. L'esprit coopératif a largement marqué l'histoire de la ville et d'une utopie sociale a émergé la Maison du Peuple. Roger Bergeret se passionne pour cette aventure collective. Aujourd'hui encore, l'esprit fraternel continue de faire vibrer la ville. Une vitalité créatrice y dessine le vaisseau d'une véritable épopée culturelle. Au bord de la falaise s'élève le musée de l'abbaye. Valérie Pugin, conservatrice, nous y accueille. Roches tourmentées, gorges, cascades, douces rondeurs et pics acérés rythment le relief jurassien. C'est dans ce territoire hostile qu'au 5e siècle, deux moines décident de se retirer. Ils y fondent un ermitage qui au fil des ans devient une abbaye. Attirés par la protection qu'offrent les moines, les habitants des monts alentours s'installent au pied de l'édifice. C'est la naissance de la ville. Aurélia Bully, historienne médiéviste, s'intéresse de près aux origines de Saint-Claude. On se trouve ici dans le grand cloître de l'abbaye, qui est un espace archéologique qui a été révélé lors de fouilles qui se sont déroulées entre 1998 et 2003. Alors cette galerie est très importante, elle a été édifiée au XIe siècle et elle avait deux fonctions principales. Une fonction de distribution des édifices de l'abbaye de Saint-Claude. Elle permettait de rallier les deux églises principales du monastère, situées de part et d'autre de ce grand couloir de 110 mètres de long. Et cet espace avait également une fonction très importante, une fonction liturgique, puisque les moines processionnaient en se rendant d'une église à une autre pour les différents offices de la journée, en chantant les louanges et en priant dans cet espace qui est un des seuls espaces de ce type conservés encore en élévation. Cet espace est une chapelle à vocation mémorielle qui a été édifiée au XIIe siècle. Et c'est dans cet espace précisément qu'il a été décidé lors de la construction du musée de présenter l'histoire de cette abbaye de Saint-Claude. Alors pourquoi il fallait présenter cette histoire ? Elle a un caractère tout à fait exceptionnel de par la précocité de la fondation de ce monastère. Les moines romains et lupicins sont arrivés sur les lieux vers 430. Et ce qui a fait une de ses spécificités au Moyen-Âge, c'est la découverte du corps d'un abbé mérovingien, Saint-Claude, corps découvert, on dit dans les documents, sans corruption, c'est-à-dire le corps était conservé intact, ce qui a donné lieu à une série de miracles et de la part des moines à la promotion de ce pèlerinage. C'est ce qui a fait la prospérité et la reconnaissance de cet établissement à la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, c'est au XVIIIe siècle que des enjeux nouveaux vont apparaître. D'abord, la conservation miraculeuse du corps de Saint-Claude, on y croit de moins en moins. C'est l'époque des Lumières. Par ailleurs, les moines ont légué, disons, une coutume qui est la coutume de la main morte. En effet, les moines étaient réputés les propriétaires éminents de toute la terre de Saint-Claude et les habitants avaient été réduits à l'état de serfs. Ce système a déchaîné l'opposition de certaines communautés qu'on appelle de mains mortables et Christin, l'avocat Christin et Voltaire sont venus au secours des mains mortables. Ça a été un des derniers combats de Voltaire.
Donc le combat à la fois pour la reconnaissance du caractère miraculeux de la conservation du corps et contre la main morte, ils vont se faire en même temps. Durant le XVIIIe siècle, Saint-Claude est un passage de contrebande entre la Suisse voisine et le Royaume de France. C'est par là que transitent les écrits des philosophes des Lumières, alors interdits par la cour et le clergé. L'esprit des Lumières insufflera un vent progressiste sur la cité. En 2008 est inauguré le musée de l'abbaye. De l'histoire médiévale à la peinture moderne, il n'y a que quelques marches. Le musée de l'abbaye, qui est l'un des derniers musées de France ouverts en Franche-Comté, présente une collection d'art moderne disséminée dans ses étages, mais a une caractéristique intéressante de par son architecture assez minimaliste et contemporaine. L'architecte Adelphos Caranello a souhaité garder une partie transparente en bas pour que nous ayons un regard sur l'ancien monastère dans lequel est logé le musée, et cette partie supérieure avec cette façade qui est un clin d'œil au Tavaillon des fermes du Haut-Jura. À l'origine, Georges Besson, critique et collectionneur d'art. Il est très attaché à Saint-Claude, sa ville natale. Par amitié pour lui, Guy Bardone et René Genis, deux peintres, lègueront leur collection au futur musée de l'abbaye. Le repas des amis de Paul Colomb est un tableau qui appartient à la collection du Centre Georges Pompidou. Ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il représente une famille d'artistes. Une famille d'artistes autour de Georges Besson, qui est une figure tout à fait importante, critique d'art, collectionneur d'art au début du XXe siècle. Nous voyons dans ce tableau donc Georges Besson, sa seconde épouse Jacqueline Brett-André, mais également le donateur et peintre du musée, en fait, qui a fait le don de ces tableaux au musée, Guy Bardone. Le Salon Bonnard est une salle absolument centrale pour le musée, puisqu'elle réunit des œuvres de Pierre Bonnard, né en 1867, qu'affectionnait tout particulièrement Guy Bardone. Ces œuvres que nous avons déjà dans la collection, des dessins, des œuvres nabis, réunissent vraiment un ensemble tout à fait cohérent où nous voyons plusieurs périodes en fait de Pierre Bonnard. Ici, nous sommes devant un tableau de 1945, le Jardin du Canet. Là, nous avons un travail vraiment qui utilise sa palette de couleurs extraordinaire, son goût du cadrage aussi, puisqu'il met beaucoup la photographie. Donc il avait une manière de cadrer tout à fait particulière et personnelle. Et puis cette manière aussi de diffuser, de rendre diffuses en fait les couleurs les unes par rapport aux autres. Donc là, on est vraiment dans un éclatement du Jardin au Canet. C'est une œuvre vraiment de plénitude, c'est une œuvre de maturité pour Bonnard, qui décédera 2 années après. À la fin du XIXe siècle, Saint-Claude voit l'essor des mouvements socialistes et coopératifs. La vie des travailleurs saint-claudiens est transformée par la création de coopératives. À chaque profession la sienne. Au tournant du siècle, dans un contexte tendu, ces initiatives prennent un chemin singulier. Ici, les élans utopistes ont ouvert une voie originale et concrète. Celle de la Maison du Peuple. Nous sommes ici dans la cour de la Maison du Peuple, un imposant bâtiment de 4500 mètres carrés. L'extraordinaire, peut-être, c'est que ce bâtiment n'a pratiquement pas changé depuis son inauguration en 1910. La Maison du Peuple était construite sur un ravin qui allait pratiquement jusqu'à la vallée de la Bienne. Donc nous sommes ici pratiquement sur du creux. Il y a encore 3 étages en dessous. L'ensemble a certainement une inspiration quelque peu fourriériste, puisque cette cour centrale est faite de telle sorte que tous les acteurs de cette maison, de cette ruche sociale, se retrouvent ici, se croisent, discutent, à la fois quand ils montent des sous-sols où ils viennent des ateliers, par exemple de la boulangerie industrielle, quand ils sortent du théâtre, quand ils sortent d'une réunion au café, quand ils sortent des bureaux. Donc un lieu où l'on se croise, où l'on se rencontre. Nous sommes ici dans un lieu d'invention sociale, l'école de Saint-Claude. En quoi consiste cette invention sociale? Eh bien, le problème au XIXe siècle, c'est avant tout l'accumulation du capital pour les travailleurs. Ils ne disposent que de leur travail. Accumuler le capital comment? Eh bien, par le groupement, par l'association, et notamment par des coopératives, avec un système ingénieux, mais difficile à imposer finalement aux coopérateurs qui n'y sont venus que peu à peu. Tous les bénéfices sont versés à un fonds social inaliénable. Ce fonds social servira à
créé des caisses sociales à une époque où il n'y avait pas d'assurance sociale, à créer des sociétés d'agrément, c'est-à-dire il y a un côté évidemment culturel, je dirais, il faut se distraire, il faut du plaisir, des moments de plaisir, et enfin à créer aussi d'autres coopératives, c'est-à-dire à étendre le mouvement dans l'espace, à la fois à la création de coopératives de consommation, mais aussi de coopératives de production. Donc la conception d'une accumulation du capital aux mains des travailleurs et finalement d'une révolution qu'on pourrait dire une révolution par le bas, une révolution horizontale. En effet, la devise de la maison, c'est « les travailleurs se libèrent eux-mêmes ». Un centre culturel pluridisciplinaire, puisqu'on touche à peu près toutes les formes d'expression artistique. Si tu viens le week-end dernier, il y a des visites aux archives de la Maison du Peuple, il y a un atelier sérigraphie dans la cour, il y a le chœur ouvrier qui est en train de répéter au niveau -3 et qui fait des interventions pendant l'après-midi. C'est une dizaine de bénévoles qui sont en train d'installer, de préparer le banquet fraternel du soir. C'est l'orchestre qui est en train de faire la balance avec les techniciens. Et puis le soir, le café qui est bondé et tout le monde qui danse. Voilà, ça c'est un côté frat. Et puis la veille, il y avait le Surnaturel Orchestra, 18 musiciens en résidence pendant 5 jours. Accueillis chez l'habitant, donc chez des personnes bénévoles de la fraternelle, qui les ont vus évoluer puis travailler pendant toute une semaine. Donc c'est vrai que des accueils comme ça, c'est important, puis dynamisant, ça nourrit, quoi, ça nourrit les personnes qui font vivre cette maison. Chose que j'aime, c'est de voir le bonheur des gens qui viennent au spectacle découvrir des choses qui ne passent pas à la télévision, qui ne sont pas présentes dans les médias. Il y a une vraie rencontre entre les artistes et le public. C'est la dynamique, c'est la sociabilité, c'est la fraternité, c'est tout ce qu'on peut construire ensemble, c'est le vivre ensemble. Peu importe le niveau d'implication, quoi. En fait, c'est vraiment venir ici pour se faire plaisir quand on est bénévole. C'est une ruche, la Frat. Voilà. Et cette activité, elle a des répercussions économiques, c'est-à-dire que, contrairement à l'ensemble des centres culturels de France, nos produits, ils sont issus à 70% de notre activité et 30% de dotation d'argent public. La Frappe, c'est 50 000 entrées par an, tous secteurs confondus, dans une ville de 10-11 000 habitants, sur un bassin de vie de 20 000 habitants. C'est énorme. Voilà, ça, c'est aussi un aspect fantastique ici. On a une fonction sociale et on remplit une mission de service public, clairement. Mais on le fait, je crois, tous dans le plaisir. Et je crois que c'est aussi ça, un des fondements de la vie ici, c'est qu'on ne peut pas accueillir les gens si on n'est pas soi-même dans des conditions de bonheur, quoi, tout simplement. S'il est une profession qui s'est largement engagée dans les mouvements coopératifs, c'est celle des diamantaires. Pour certains, ils formaient l'aristocratie prolétarienne. Saint-Claude était alors un centre incontournable de l'industrie du diamant et se rangeait à la 4e place mondiale. Christophe Guy est un héritier de cette histoire.
Là, ce sont des tailles brillantes. Toute l'industrie diamantaire était basée sur le travail à façon. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre étaient en principe genevois ou quelques Parisiens, et les diamantaires saint-claudiens étaient des sous-traitants. Si on voulait faire un petit peu un historique rapide, il faudrait dire révocation de l'édit de Nantes. Les protestants quittent donc Paris, les joailliers protestants quittent Paris, s'installent à Genève. Depuis Genève, si vous voulez, sur le Haut-Jura, ils savent qu'effectivement il y a une main-d'œuvre qualifiée, puisqu'on fait déjà de l'horlogerie. Et donc, tout naturellement, ils se disent, puisque la main-d'œuvre est déjà habituée à la minutie, ils doivent être capables de tailler le diamant. Et puis, on avait aussi un autre avantage, c'est les cours d'eau, qui amenaient la motricité. Donc, ces deux avantages qui ont fait que, finalement, le métier de diamantaire s'est implanté dans le Haut-Jura, grâce aussi aux Genevois, principalement. Avant 1914, c'est-à-dire au moment où les tailleries s'implantent dans le Jura, voilà un petit peu le genre de matériel qui était utilisé. Donc là, coquille en bronze, plomb, on fait chauffer le plomb, on sertit la pierre à l'intérieur, on sertit le diamant brut, et on fait une facette. On réchauffe, on dessertit la pierre, on la ressertit ensuite et on fait une deuxième facette. Donc imaginez un petit peu le temps qu'il fallait pour tailler une pierre, dessus, dessous. Ça, ce sont les derniers dopes, si vous voulez, qui ont été utilisés à Saint-Claude dans les années 60. Et l'avantage, c'était, effectivement, il y avait un niveau, et puis il y avait surtout des diviseurs. Les diviseurs, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que ça permettait d'améliorer nettement le rendement. On faisait la première facette, on la calait, et ensuite on tournait, et on faisait la mise en 8. La même chose pour le brillantage. Donc ça a vraiment révolutionné le métier, ce genre de matériel. Dans les années 60, il a commencé à y avoir une concurrence indienne, 65, 64, 65. Les Indiens ont commencé à tailler des marchandises, des petites marchandises. Ils étaient plutôt mieux placés que nous, déjà, à l'époque. Mais ils taillaient moins bien. Donc on arrivait quand même à s'en sortir. C'est-à-dire, il y avait la qualité française qui faisait que les joailliers préféraient effectivement acheter de meilleures marchandises. Mais il y en avait un certain nombre qui achetaient surtout un prix. Et ces gens-là ont commencé à acheter aux Indiens. Mais les Indiens ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils se sont développés, ils se sont améliorés. Et ils ont arrivé à faire des tailles qui étaient tout à fait comparables aux tailles que l'on faisait à Saint-Claude. Et à partir de ce moment-là, nous, le métier a commencé à péricliter en termes d'ouvriers, si vous voulez. C'est que on commençait à être trop cher. On était trop cher de 10-15%. 10-15% quand vous vendez des pierres, ça passe pas. On a été les premières victimes de la mondialisation. À l'égal du diamant, la pipe est emblématique de la ville. Cette activité a employé jusqu'à 4000 personnes. Sébastien Beau, jeune maître pipier, s'est installé dans un ancien atelier. J'ai commencé à travailler dans cet atelier des pipes Genot quand j'étais étudiant. Ensuite, j'ai trouvé du travail chez un collègue qui m'a embauché pour l'année, à plein temps. On apprend le travail de pipier sur le tas. Et ensuite, il y a 10 ans, j'ai repris la suite de mon ancien patron. Je suis venu à la fabrication de la pipe parce que j'aimais bien le travail du bois. Et puis, c'est un objet qui me plaît beaucoup, la pipe aussi. C'est un métier qui est varié. Ici, surtout comme on est que deux à travailler, on fait vraiment la pipe du début à la fin. On fait aussi la visite de l'atelier. Ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens différents, donc d'apprendre toujours en discutant avec eux. Moi, je fume la pipe le dimanche, quand j'ai le temps.
Fumer la pipe, c'est quelque chose qu'on fait quand on a un moment pour se poser vraiment. Parce que ça prend du temps, parce que justement l'intérêt c'est de se relaxer et puis de se concentrer sur la combustion du tabac et puis le goût de la fumée. Et c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement quand on a un moment de loisir. Commissaire Maigret, capitaine Haddock, Sherlock Holmes, Van Gogh. Celle du grognard, du sapeur, du poète ou du peintre. Nom d'une pipe. Chaque pipe a une histoire. En voilà une récente. Donc voilà la pipe Chacomsphère, qui a une histoire quand même depuis 2005 maintenant, ou 2006. 2005, c'était la première année quand je suis revenu d'Irlande pour travailler chez Chapuis comme moi. En septembre 2005, mon père m'appelle, me dit écoute Antoine, qu'est-ce qu'on va faire de cette entreprise de pipe? Et moi je voulais bien revenir à Saint-Claude, et là il m'a dit écoute, je te rappelle dans 24 heures et tu me dis quoi? Tu me dis qu'est-ce que tu veux faire, si tu veux revenir ou pas? Et il m'a rappelé 24 heures après, puis je lui ai dit allez banco, on retourne à Saint-Claude. Donc ensuite il fallait réagir, il fallait travailler dur parce que c'était pas une situation favorable pour l'entreprise. Donc on a fait ce genre de produits. Ça a beaucoup fait parler de nous et on les a vendus. Donc c'était plutôt pas mal. Même si Chacom est connu principalement pour du traditionnel, et là on revendique maintenant le traditionnel et le moderne en même temps. La force de Saint-Claude est de savoir s'adapter, de répondre aux nouvelles attentes. Certains ont fait le pari de se concentrer sur la microtechnologie, une branche industrielle complexe qui nécessite une minutie exceptionnelle. Ça, c'est un instrument de mesure pour contrôler des vibrations. Ils mettent des capteurs et ils enregistrent les mouvements du sol avec ça. C'est pour le laboratoire national de métrologie où il y a le kilo étalon à Paris. Donc c'est un seul morceau d'acier. C'est du bronze beryllium. Et il est tout articulé. Toutes les petites articulations, elles font 30 microns. Il faut à plus ou moins 1 micron. On a fait 2 exemplaires de cette pièce-là. En fait, ça ne sert à rien de se battre sur des coups de pièces maintenant. Sur des coups on ne pourra jamais, nous, avoir les prix chinois. Jamais. C'est même pas la peine d'essayer. Donc il faut se battre dans des niches où c'est compliqué. Plus c'est compliqué, moyen de concurrence, plus on peut monnayer notre savoir-faire. En 97-98, quand on a fait construire l'usine, là, on travaillait localement. On avait des donneurs d'ordre qui étaient dans un rayon de 15 km. On travaillait pour le jouet, on travaillait pour l'automobile, pour la téléphonie. Et en 98-99, les donneurs d'ordre dans la téléphonie ont décidé de délocaliser en Chine. Et nous, on faisait plus de 80% avec un client. En téléphonie, on était spécialiste un peu des façades avant de téléphone. Donc on a décidé de se tourner vers le micro parce qu'à l'époque je cherchais déjà à faire des petits trous, à faire des choses un peu qui sortaient un peu de l'ordinaire et on ne trouvait personne. Alors on a dit tiens, il y a peut-être un créneau à prendre de ce côté-là. Aujourd'hui on injecte 1 millième de gramme, on fait à peu près 20 pièces dans un grain de matière pour ceux qui sont au courant et on fait du surmoulage aussi, de très petites pièces, on injecte en surmoulage 1,5 millième de grammes de matière. On fait des micro-outils de découpe, on fait de l'usinage de pièces de grande précision. En fait, on est le spécialiste des canards à 3 pattes. Quand les gens veulent un trou de 15 microns, on est capable de le faire. Quand l'usinage 5 axes avec des fraises de 8 centièmes, 8 centièmes c'est à peine plus gros qu'un cheveu, on est capable de le faire ici. C'est ce qui fait notre différence, en fait. On a du plaisir à faire notre métier parce que, en fait, chaque chose est un challenge. Chaque fois qu'on a un client qui nous amène quelque chose à faire, on sait qu'il va falloir faire travailler la tête un peu. C'est tout de la combine. C'est tout. Ah ben tiens, cette pièce-là, on l'a fait comme ça. Et cette fois, on a d'autres équipements. On va peut-être la faire autrement. Et tout est réflexion, en fait.
C'est ce qu'il y a de passionnant dans notre métier. Hein. Riche d'une histoire culturelle, sociale, artisanale et industrielle. Consciente des origines de son essor, Saint-Claude s'est adapté aux défis qui lui ont été imposés et est prête à relever ceux que lui réserve l'avenir. Samedi prochain, dans Pourquoi chercher plus loin ?